Chambre du commerce et de l'industrie donner 3 webconférences qui sont assez bien faites, non pas parce que c'est moi, d'ailleurs, produit, je vois euh, mais c'est parce que en même temps, filmer PME, des petites, chaque fois, Efficace. on retrouve une illustration en fin de échange qu'on a avec qui est là. Pourquoi ça marche pas? Et chaque fois, vous avez un exemple, je ne sais pas, vous m'entendez? Chaque fois, vous avez un exemple, en tous les cas des exemples, des situations réelles qui viennent du monde du travail. Il y en a 3. Et premièrement, c'est imaginer les produits avec un T, je suis désolé, et services de demain. Ensuite, c'est sur la cognition orientée future. Et le troisième, sur l'agilité organisationnelle. Alors, voilà, donc c'est présenté de façon peut-être un peu plus commerciale, on va dire, ou un peu euh, esprit entreprise, entrepreneuriat à destination des PME, PMI. Voilà, alors ça c'était pour que vous ayez envie d'aller regarder un petit peu. Pour le déroulement de mon exposé, je vais commencer par une introduction sur un petit peu les questions et les enjeux par rapport à l'économie dans tout ça. On se positionnera ensuite sur quelques éléments théoriques ou quelques éléments qui permettent de définir l'ergonomie prospective. Ici, je vais parler normalement de 3 choses, mais j'aurai jamais le temps. Donc, je vais parler d'abord des pratiques, c'est-à-dire des stratégies d'innovation dans les organisations. Ensuite, j'essaierai de développer des concepts qui sont relatifs à l'économie prospective. En fait, je vais en développer qu'un seul, faute de temps, hein. C'est aussi parce que ça me semble être le concept le plus novateur actuellement, celui de cognition orientée. J'aurais parlé de l'activité, des usages futurs, de la prospective et de la créativité. Voilà, j'ai fait le choix de ne pas en parler ce matin. Et la question qu'il faut aussi se poser, c'est la question des méthodes. Là, on commencé à travailler, mais je ne suis pas le seul, hein, sur pas mal de différentes méthodes, en essayant de les calibrer et de voir comment on pourrait classer des méthodes qui permettent d'appréhender le futur, à savoir des méthodes figuratives et des méthodes. Encore une fois, j'ai décidé de ne pas en parler, parce que j'aurais jamais le temps. Voilà. Alors, puis on essaiera de conclure. Alors, en conclusion, j'aimerais vous donner un exemple, pour pas que vous partiez en disant ça c'est pompeux, mais réellement. Je vais commencer en guise d'introduction sur un problème qui est actuel et finalement le problème de la transition énergétique. La question de la transition énergétique pose des tas de solutions techniques qui sont souvent mises en avant, hein. On vous annonce un véhicule complètement électrique, cette chose absolument merveilleuse pour le futur, en tous les cas sans CO2. Et dans ces choses-là, on parle parfois de l'hydrogène. Alors, l'hydrogène, c'est sans doute une solution importante, hein, puisque vous savez un petit peu de vos cours de chimie. Le principe de base, c'est l'hydrogène plus de l'oxygène. Ça génère de l'eau, mais en même temps, si ça passe dans une cible, ça génère de l'électricité. L'université dans laquelle je suis a des brevets sur les piles à combustible. Et donc, on a été sollicité à travers recherche, au moins 2, thèses financées, sur les usages de l'hydrogène, et en particulier les usages dans le domestique. Donc, alors, l'usage de l'hydrogène dans le domestique, eh ben, c'est simple, ça n'existe pas. Donc, on ne peut pas l'étudier sur le plan économique. Donc, on est dans une situation où on se dit, si on est en France et si on veut regarder comment chauffer une maison avec de l'hydrogène, eh ben, pas véritablement de solution. Si ce n'est 2, une à l'île de la Réunion, cirque de Mafate, et puis une gîte de haute altitude. Et sinon, il n'y a pas. Donc, on se retrouve très souvent dans des situations où on n'a pas accès à la situation en activité. Et donc, les analyses de l'activité telles qu'on peut les réaliser en ergonomie se retrouvent incomplètes, insuffisantes. Ça ne veut pas dire que les gens ne se chauffent pas ou n'utilisent pas de l'électricité à la maison. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'a pas des solutions, en tous les cas, permettraient d'améliorer ou de concevoir ou reconcevoir des systèmes. Du coup, vous voyez bien qu'il y a une nécessité à avoir une vision beaucoup plus lointaine, une vision. Alors sur l'hydrogène, on a fait un certain nombre de travaux qui précisément essayaient de comprendre ce qu'était un utilisateur, un usage, une utilisation possible de l'hydrogène dans les situations
voyez que la question qu'on va essayer d'aborder ici, c'est finalement comment pouvons-nous appréhender des situations qui n'existent pas encore, que vivront des utilisateurs que nous ne connaissons pas encore. C'est difficile de les étudier parce que les utilisateurs de l'hydrogène aujourd'hui, ils sont à l'école, quoi, hein. Si je veux les interviewer, ça ne donnera pas grand-chose. Qui utiliseront des technologies qui ne sont pas encore conçues. Et là, on est face à un problème qui est assez compliqué et très souvent pas appréhendé en ergonomie. On a laissé ça plutôt au domaine de l'ingénierie. Les gens qui font de l'ingénierie vont trouver des solutions. Et puis nous autres ergonomes, une fois qu'ils ont les solutions, on va voir comment rendre les systèmes acceptables. Donc ici, vous voyez qu'il y a une position qu'on a adoptée en ergonomie prospective. Mais on va essayer de regarder les choses à l'envers. C'est-à-dire finalement, est-ce que l'ergonomie ne pourrait pas être à l'initiative de la technologie? Voilà. Alors ça, pour appréhender cette question-là, pas les seuls, hein. Et souvent, il faut regarder un petit peu ce qu'on fait. Et je vais en citer trois de nos pairs qui se sont déjà posé ces questions-là. Le premier est incontournable de mon point de vue, c'est Bartlett. Bartlett, je sais pas, les jeunes générations l'a sans doute pas connu. Enfin, moi-même, je l'ai pas connu, mais les gars, j'en ai entendu parler, hein. Bartlett est un des fondateurs de l'ergonomie en Angleterre, donc forcément dans le monde. Et Bartlett, en 1962, fait un article sur le futur de l'ergonomie. Et il est déjà extrêmement visionnaire sur ce qui va se passer. Alors, incroyable. Il dit il va y avoir du communication multimédia. Il dit les gens vont travailler moins longtemps. Il dit les problèmes de santé vont se déplacer. Il dit déjà, et on est en 1962, donc c'est absolument incroyable de voir ça. Et puis surtout, il se pose la question de l'évolution de l'ergonomie et il dit trois choses qui me semblent extrêmement importantes. La première chose, c'est que l'ergonomie devra rester vraiment en contact extrêmement fort, extrêmement ténu avec les inventions. La deuxième chose qu'il dit, c'est qu'il va falloir intervenir le plus tôt possible dans les projets, plus en amont possible, si on veut intervenir de façon efficace sur les problèmes de la performance humaine et de la santé. Donc, c'est bien-être aujourd'hui. Troisième chose, c'est qu'il va falloir réduire impérativement entre le potentiel de développement d'une technologie et, si possible, essayer d'avancer, de devancer la technologie. Il y a un autre auteur qui semble aussi incontournable par rapport à ça, c'est Montmolin. Si on reprend ses initiaux de 1967, où il commence à décrire les démarches d'intervention en ergonomie, Montmolin fait la distinction entre deux types d'ergonomie, l'ergonomie préventive et l'ergonomie corrective. L'ergonomie préventive, c'est aujourd'hui ce qu'on appellerait l'ergonomie de conception, et l'ergonomie corrective, c'est l'ergonomie qui corrige les systèmes existants. Quand il parle d'ergonomie de prévention, il souligne en même temps que cette ergonomie est une ergonomie qui se trouve principalement dans le secteur de l'aérospatial ou du militaire et qu'elle vise à la conception de systèmes. Mais ici, Montmolin, plutôt dans une logique qui est de dire l'ergonomie vise d'abord à accompagner, enfin l'ergonome plutôt, est plutôt dans une équipe pluridisciplinaire avec des ingénieurs, des architectes, des médecins, etc. Font ensemble un projet dans lequel on intègre bien évidemment le facteur ergonomique. Ici, on voit qu'il y a la distinction qui se fait avec Montmolin et elle va perdurer pendant assez longtemps entre ergonomie de correction et ergonomie de conception. Et je pense qu'il y a un troisième auteur qui pour moi est incontournable. Je vous dis en même temps, voilà les trois fans que j'ai. C'est Donald Norman. Et Norman, dans un petit papier, alors c'est vraiment, on tombe dessus par hasard parce que c'est une communication qu'il a faite dans un colloque et qui est retranscrit. Donc vous voyez, c'est pas une publication, c'est pas un bouquin. Voilà. Ça me semble assez important ce qu'il dit. Ceci, hein, le domaine du facteur humain et tous ses descendants, cognitive, l'interaction humain-machine, l'économie cognitive, l'intégration personne-système, et
a fait beaucoup de choses, a fait beaucoup de belles choses, beaucoup de belles avancées sur les 10 dernières années, sur les dernières décennies. Cette, ça a commencé. Mais ces disciplines, ça me semble important, surtout servi de pompier plutôt que de créer. C'est souvent vrai, on intervient en pompier, hein, sauver les choses quand il y a le feu dans la maison, parce qu'il y a des difficultés en termes de santé, des difficultés en termes de performance, en termes de qualité, en termes de, etc. Et on fait appel à l'ergonome pour ça. Ce que dit Norman, c'est il faut que ça change. Il faut que ça change. Et changer, ça veut dire quoi? Ça veut dire il faut que l'ergonomie doit devancer la technologie, alors que c'est souvent l'inverse. Cette idée, alors, on peut essayer de la voir, mais ensuite, il faut essayer de la mettre en œuvre. Là, c'est plus compliqué. Pourquoi? Parce que souvent, les ergonomes, a fortiori les psychologues, n'ont pas de regard sur la technologie. Ou ont souvent une compétence très importante dans ce domaine-là par rapport à d'autres. Alors, c'est un peu dans ce contexte-là, quand, à partir de 2004, avec mon cher collègue et ami Jean-Marc Robert, qui est professeur à l'Université Polytechnique de Montréal, enfin qui était, puisqu'il est à la retraite depuis septembre, on a développé cette notion d'ergonomie prospective. Alors, en 2004, on est autour d'une bière et on discute, hein. On soumet des premiers papiers, il faut attendre 2 mois, et la machine va s'enclencher d'une certaine. L'idée est la suivante, hein, c'est de se dire que finalement, il y a de l'ergonomie de correction, ça c'est clair, il y a de l'ergonomie de conception, c'est évident aussi, et puis il y a une autre ergonomie qu'on peut essayer de définir, qui est l'ergonomie de prospection. Ici, c'est donc une ergonomie qui vise à s'intéresser surtout au futur, à s'intéresser à définir des besoins qui n'existent pas encore, à définir des scénarios qu'on n'a pas encore, avec des utilisateurs qu'on n'a pas encore. Donc il va falloir ici arriver à identifier des besoins, essayer de comprendre comment ces besoins pourraient être satisfaits par des services, des produits, des systèmes, des organisations, des technologies, voir comment ensuite on pourrait les designer, est-ce qu'on peut faire des maquettes de tout ça, et voir si effectivement ces systèmes-là auraient un intérêt pour la conception. Donc on a défini ainsi l'ergonomie prospective, hein, c'est une modalité d'intervention ergonomique qui consiste à anticiper les futurs besoins, usages et comportements, ou à construire des futurs besoins et des procédés, produits ou services qui leur soient bien adaptés. Bon, vous retrouverez ici, on avait coordonné avec Jean-Marc 2 numéros de travail humain en 14 là. Où on peut faire cette distinction entre une ergonomie un peu du passé, qui est plutôt l'ergonomie de correction ou l'ergonomie corrective. Ici, l'ergonome intervient sur une situation qui existe et qui est adaptée ou qui a été dégradée, qui était performante à une époque mais qui ne l'est plus aujourd'hui, et convient de récupérer la situation pour l'améliorer, ou améliorer la performance ou améliorer le bien-être. Donc ici, on peut caractériser, je ne vais pas expliquer tout le tableau, mais je pense que c'est moi. On est ici sur une ergonomie qui vise surtout à corriger. Elle est centrée sur la réduction des coûts contre-productifs du travail humain, la récupération de la santé, la récupération de la sécurité, sur la performance. Ensuite, on a une ergonomie du présent, ou une ergonomie du présent à 3 mois, à 6 mois, quoi. Ici, c'est plutôt une ergonomie de conception, c'est-à-dire d'aménage, et on intègre la performance présupposée à une situation qui est sous conception, ou qui est en devenir immédiat. On sait ce qu'on veut faire. On veut faire une salle de contrôle de processus, faire une nouvelle ligne de production, faire un nouveau site web. On sait qu'on va le faire. Et dans le projet a démarré. Et là, on fait de la conception. Et là, on est centré donc sur l'élaboration de maquettes, de prototypes, de tests. On a une démarche qui est plutôt proactive, sur l'optimisation de la santé, de la sécurité, de la performance. Et puis, on a une ergonomie vraiment du futur, vraiment centrée cette fois sur l'innovation, sur la capacité à imaginer pour la performance et pour lui. Et on essaye d'avoir une démarche qui cette fois est beaucoup plus spéculative, donc un risque qui est beaucoup se centre sur la création de nouveaux systèmes, de nouveaux produits, de nouveaux services, et on essaye d'innover.
Donc, vous voyez, ce qu'on rajoute finalement à la démarche ergonomique, c'est d'une part, euh, c'est qu'on rajoute tout simplement un avant l'ergonomie de conception. Alors, l'ergonomie de conception est quelque chose de particulier, hein, c'est que l'ergonome conçoit, mais en fait, il conçoit ce qu'on lui demande de concevoir. C'est pas lui qui a l'initiative. L'ergonome, ici, il est plutôt dans une équipe où on conçoit un site web, on a décidé du site web, et puis il va dérouler tout ce qui va bien derrière, quoi. Faire les entreprises, il va faire les tests, il va faire blablabla, le maquettage, il va faire tout ce qui va bien, quoi. Ou bien on va lui demander de corriger. Ici, quand on parle d'ergonomie prospection, hein, on est avant. C'est-à-dire qu'on essaye d'imaginer, de considérer, penser à des situations, des activités futures. On essaye d'anticiper des besoins. On essaye d'utiliser la prospective, la créativité et la cognition orientée future. Donc on essaye d'étudier les signaux faibles. On essaye de produire des scénarios de conception avant la conception à proprement parler. Alors, cette idée-là, j'espère que vous me suivez, mais cette idée-là, on a commencé à en parler dans différents congrès, principalement les congrès de l'IEA, mais pas que. À partir de 2012, Jean-Marc, on a initié plusieurs symposiums. Self aussi, on a fait un certain nombre de publications, et puis effectivement aussi un certain nombre de revues dans ce domaine-là. Voilà, là j'ai essayé de vous cadrer un petit peu le domaine de l'ergonomie prospective. Ce que je voudrais voir maintenant avec vous, ce que je vous propose de voir, c'est quels peuvent être les éléments, défis qui sont importants de relever. Alors, je pense qu'il y a 3 défis scientifiques. Le premier défi, c'est d'arriver à comprendre et faire évoluer les pratiques d'innovation. Le deuxième défi, ça va être d'élaborer et développer des concepts. C'est sûr qu'on a des concepts pour appréhender. On est en train de se donc c'est pour et ensuite, je pense qu'il va falloir compléter les méthodes parce que s'avère celle qu'on a point insuffisant pour ce qu'on veut. Donc là, je vais essayer il faut parler de ces 3 choses-là. Vous avez compris, je l'ai laissé dans le plan. Je vais parler surtout du premier point et du début du deuxième point. Et les autres aspects, je regarde je sais l'heure qu'il est, je ne vois pas, mais si il fait l'heure, je n'ai pas le temps de les évoquer. Alors, le premier point, c'est les stratégies de développement du futur. Il y a globalement 4 stratégies qui existent. La première stratégie, c'est on n'a aucune stratégie, donc on fait n'importe quoi, n'importe comment. Bon, ça peut marcher, mais souvent ça ne marche pas. Il faut plutôt avoir quelque chose d'un petit peu structuré. Euh, Ensuite, il y a une autre stratégie que je vais dire centrée sur la technologie, enfin centrée sur le marché, et une autre centrée sur l'anticipation des besoins. Alors pour expliquer ces stratégies-là, je vais commencer par un exemple que sans doute c'est peut-être déjà connu, mais je l'aime tellement que je ne résiste pas à chaque fois l'utiliser. Donc on est au début des années 80 à l'université de Stanford en Californie. Vous êtes sur le campus, à droite vous avez le département de psycho, enfin vraiment à droite complètement, et là vous avez les magnifiques œuvres d'art d'un célèbre auteur français que tout le monde connaît, Rodin. Et donc vous êtes dans le département art. Alors, Stanford, les gens ont eu une demande un peu spéciale, c'est une demande qui venait de Huggies. Huggies leur a posé la question de savoir, mais on est deuxième pour fabriquer des couches culottes, et on voudrait être premier, et on ne comprend pas pourquoi on n'est pas premier, parce que franchement, on estime qu'on est les meilleurs. Et Pampers nous dit le contraire, le marché nous dit le contraire, les clients nous disent le contraire, etc. etc. Et là, les gens de Stanford, psychologues, designers, sociologues, etc., disent, ben, ça nous intéresse, on va réfléchir à ça, et on va commencer à étudier, interviewer, récolter des données sur à la fois les puériculteurs, les strices, les parents, éducateurs de jeunes enfants, les crèches, les nounous.
etc., etc. Et ils constituent tout un corpus à partir d'interviews pour essayer de comprendre finalement ce qu'est une couche culotte. Et ils vont découvrir deux choses. La première chose, c'est que la couche culotte, c'est un produit d'hygiène. Et que sur le produit d'hygiène, eh bien, Pampers est bien meilleur que Huggies. Il est meilleur en termes d'absorption, donc il a des qualités physiques que Huggies. Il est meilleur en termes de commercial, c'est-à-dire qu'ils suivent les tendances, la mode. Quand il y a un film qui sort, on met des petits Mickey. Quand il y a un film de Disney qui sort, on se retrouve avec des Mickey sur les couches, alors que les enfants, on est d'accord, hein, ça fait pas, ils connaissent pas Mickey, mais ça fait plaisir. Il y a les petits élastiques sur le côté, il y a le système avec repositionnable avec les scotch repositionnables, et puis il y a séparation, la produit est adapté aux petits garçons et aux petites filles, donc c'est une séparation de genre, ça rassure les parents, etc., etc. Et donc il constate que Pampers est bien plus innovant et répond parfaitement à la demande et, et voilà, quoi. Puis il découvre autre chose. Découvre autre chose, c'est qu'au-delà d'être un produit d'hygiène, la couche est un dispositif d'aide à l'apprentissage. Alors, un dispositif d'aide à l'apprentissage, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des attentes, il y a des besoins qui sont non satisfaits, qui sont anticipés ici. Ça veut dire finalement, on a tout un discours sur l'autonomie, sur l'apprentissage de la propreté, sur le besoin de devenir grand pour un enfant, sur le fait que l'enfant a besoin de s'affranchir finalement des pratiques qui le laissent un petit peu bébé, etc., etc. Et là, ils vont comprendre quelque chose de fondamental, c'est qu'il faut transformer la couche culotte en un dispositif d'aide autonome à l'apprentissage pour l'enfant. Et Huggies va inventer et va déposer les brevets pour être protégé pendant 25 ans sur le couche culotte repositionnable. L'enfant va lui-même pouvoir aller sur les toilettes, remettre sa couche, etc., etc. On va apporter de l'assurance à l'enfant, on rassure les parents, etc., etc. Là, ce que vous voyez, c'est que ici, hein, l'innovation se fait par et pour les humains, et les chercheurs en sciences humaines et sociales deviennent des grands promoteurs de l'innovation. Alors, cette recherche a eu quand même un écho considérable. Pourquoi? Parce que Guy a battu Pampers sur la tranche des 14 mois, 36 mois. Avant, ça reste Pampers qui est. Et là, on voit bien hein, qu'une innovation va reposer sur le fait que finalement, on arrive à anticiper des besoins qui n'existent pas encore, qui ne sont pas bien définis, qui sont futurs, qui sont grandissants dans la société. Et à partir du moment où on arrive à transformer ces besoins-là en un produit et à packager le produit pour que ça fonctionne bien, eh ben, on a une innovation qui marche bien. Alors, vous voyez que ce à quoi, bien évidemment, je vais vous inviter, c'est plutôt à réfléchir à ce type d'innovation. Mais ce type d'innovation, ce n'est pas les seuls. Et donc, il faut regarder les trois stratégies qui existent. La première et la plus ancienne de toutes les stratégies, c'est la stratégie qu'on a appelée poussée par la technologie, techno-driven ou conduit par la technologie. Cette stratégie, elle est très classique, très présente en France. C'est une stratégie qui repose sur l'idée qu'on va faire de la recherche-développement, et cette recherche-développement va permettre d'aboutir à un produit, à un service, à un procédé. On va être les premiers à sortir la technologie révolutionnaire, et comme on est les premiers à sortir la technologie révolutionnaire, eh bien on va casser nos clients, on va casser nos concurrents, pardon, développer de nouveaux clients, d'avoir de nouveaux marchés, etc., etc. Ici, vous avez un discours qui est un discours fer de lance de beaucoup d'ingénieurs. On développe en continu des technologies, et forcément, il y en a bien une qui va gagner à un moment donné. Voilà. Alors, cette démarche-là, quand on la regarde de près, eh bien, on sait que dans 80% des cas, elle est vouée à l'échec. On a des produits qui sont absolument extraordinaires, mais qui ne marchent absolument pas, qui sont absolument pas utilisés, qui restent dans des cartons, qui restent dans des laboratoires, et on a mis des investissements massifs pour des choses qui n'aboutissent à rien. Deuxième stratégie, c'est de se dire, ben, on va écouter le marché. Ici, alors la première stratégie, excusez-moi, j'ai oublié de dire quelque chose. Ici, par contre, on a une innovation qui est radicale. On a une innovation donc qui est vraiment en rupture par rapport aux choses précédentes. Des fois, ça marche, puis des fois, ça marche moins bien. On a une deuxième stratégie qui s'oppose à l'innovation radicale, qui est ce qu'on appelle l'innovation incrémentale.
Ici, on étudie le marché, on va faire des focus group, des questionnaires, on mesure la satisfaction de nos clients, on essaie de voir ce qui est attendu, ce qui n'est pas attendu chez le client, ce qu'il voudrait, et on va essayer d'être le premier à répondre à une nouvelle demande du marché. Et on estime que si on est le premier à répondre aux demandes du marché, eh bien, on va gagner par rapport à nos concurrents, on va gagner, etc. Et donc, on va écouter de près le marché. Alors, le problème, c'est que cette démarche, elle permet effectivement d'améliorer les produits, mais grosso modo, vous êtes en train de fabriquer un chandelier à 250 branches avec 250 bougies dessus, mais vous n'arrivez pas à inventer l'ampoule. Or, la première stratégie, elle permet d'inventer l'ampoule. Il faut mettre le paquet à un moment donné sur la recherche. Donc là, on a une innovation qui est plutôt incrémentale, elle s'améliore en continu, mais elle ne cherche pas la disruption. Et puis vous avez, alors ces deux démarches-là, jusque dans les années 2000, elles sont dominantes, elles sont enseignées, vous les trouvez dans les bouquins, on forme les ingénieurs, les gestionnaires à ça, et tout est le mieux possible, dans le meilleur des mondes possible, d'une certaine manière. Au moment où, un petit peu, on va dire à partir des années 2000, pour faire vite, on a une autre stratégie qui apparaît, qui est au début en filigrane, hein, on ne sait pas trop ce qui se passe, et c'est la stratégie qu'on a appelée poussée par l'anticipation des besoins, ou encore need seeker en anglais. Là, l'idée, c'est de dire, eh bien, on ne va pas se centrer sur les technologies, la manière dont on peut les faire avancer, on ne va pas se centrer sur le marché et la manière dont on peut le faire avancer, et on se centre sur les besoins futurs. On essaie de comprendre les besoins futurs, c'est-à-dire qu'on va impliquer les consommateurs pour générer des nouvelles idées, on va on va essayer de trouver des nouveaux produits, des nouveaux services qui vont être initiés à partir d'une connaissance approfondie de l'utilisateur, de sorte à être le premier à sortir un produit qui réponde à des besoins qui ne sont pas encore exprimés. Et donc ici, la volonté, c'est vraiment d'être le premier à sortir un produit qui réponde à des besoins non exprimés. Ce pas des besoins en attente, hein, ce pas des besoins technologiques, c'est des besoins non exprimés. Voilà. Donc on a aujourd'hui trois stratégies qui apparaissent. La stratégie poussée par le marché, on utilise de nombreuses méthodes pour surveiller le marché. Ici, exemple Hyundai ou Samsung. On a des stratégies conduites par la technologie, exemple Google. On a des stratégies qui sont d'anticipation des besoins futurs, exemple Apple, Tesla, Airbnb par exemple. Alors, je le dis tout de suite, hein, il ne s'agit pas de dire qu'il y a une stratégie qui est meilleure qu'une autre. En tous les cas, pas tout de suite. C'est-à-dire que, oui, ce que je vais vous dire, c'est qu'il y a des stratégies qui sont meilleures que d'autres. Excusez-moi. Par contre, il ne faut pas abandonner une stratégie. C'est assez important. Euh, le, euh, le, alors, la stratégie Need Seeker, on commence à avoir des résultats dessus, et elle apparaît aujourd'hui comme étant, en tous les cas d'un point de vue économique, ça c'est des résultats plutôt d'économistes, comme étant la plus performante. Elle est d'autant plus performante que cette stratégie, généralement, elle s'accompagne d'un changement organisationnel qui vise à l'alignement de l'innovation comme étant un des points forts, un des points clés de la direction d'une entreprise. C'est-à-dire que l'innovation n'est plus quelque chose qui se fait dans un laboratoire, voilà, on n'est plus quelque chose qui se fait au marketing, mais ça devient un axe fort du développement de l'entreprise, et c'est pensé au niveau de la direction générale. Donc, ce on s'est aperçu, on s'est aperçu de plusieurs choses, mais une des premières choses dont on s'aperçoit, c'est que la stratégie Need Seeker est très souvent la stratégie qui est efficace, qui permet d'aboutir à le plus de, qui permet d'aboutir au plus fort de résultats, et souvent dans les plus grosses réussites. Aujourd'hui, dans les entreprises, on a un nombre très important d'entreprises qui vont promouvoir une stratégie qui est centrée sur l'anticipation des besoins. Quand on regarde, alors vous avez plusieurs études là-dessus, mais quand on regarde ensuite, je cite une étude française de 2013 qui s'est posé la question de savoir finalement aussi où en était la France par rapport à tout ça. Et ici, on comparait les trois zones géographiques, à la fois la France d'une part, le monde d'autre part et la Silicon Valley. On s'est rendu compte d'un problème français qui est une certaine focus très très fort sur une innovation poussée par la technologie, moins par le marché et encore moins
par l'anticipation des besoins. Alors que quand on regarde d'autres zones géographiques, comme la Silicon Valley, qui est quand même présentée aujourd'hui comme une espèce d'écosystème d'innovation qui est extrêmement performant, eh ben, on s'aperçoit que la stratégie NeedSeeker est la plus présente. Donc on a finalement trois stratégies existantes, et ces trois stratégies existantes me permettent d'aborder un point, et la relation qu'il va y avoir entre ces stratégies-là et l'ergonomie. Alors, tant qu'on est dans une approche de l'innovation centrée sur la technologie et puis le marché, on a une ergonomie qui est plutôt une ergonomie de correction et de prévention. Finalement, qu'est-ce qu'on attend de l'ergonome à ce moment-là? Et on attend que, voilà, on a mis en place une technologie et on va dire à l'ergonome, ben, est-ce que tu peux pas tester ça auprès d'utilisateurs? Est-ce que tu peux pas essayer de voir comment la technologie pourrait être acceptée? Euh, on n'est pas dans une stratégie d'anticipation. Alors que quand on est en need seeker, on est plutôt dans une stratégie d'anticipation. On essaie de se dire, ben, euh, qu'est-ce qui pourrait faire que des besoins vont être satisfaits? Quel scénario d'utilisation on peut avoir? Quel design comportemental d'un utilisateur futur on peut arriver à anticiper? Voilà. Donc ici, euh, euh, on voit qu'on focus n'est plus tout à fait mis sur l'acceptation d'un système technique qui vise à le corriger ou à le concevoir. Quand je dis corriger ou concevoir, c'est y compris les paramètres sociaux ou psychosociaux, euh, et versus l'anticipation. Et la question ici n'est plus de faire accepter le système, mais d'anticiper des besoins pour générer un usage. Si on cherche à prospecter, à imaginer. Voilà. Alors, le, dans, quand on revient ensuite à la littérature, parce que c'est toujours intéressant de revenir des fois quand on a une idée, parce que souvent les autres ont eu aussi les mêmes idées, et vous allez trouver effectivement aussi pas mal de gens qui ont travaillé sur l'acceptation. Alors il y en a beaucoup, puis aujourd'hui c'est le créneau qui est quand même assez dominant en psychologie, en ergonomie, en psychologie sociale notamment. On travaille sur l'acceptation des technologies. On travaille assez peu sur l'anticipation. Hein, Alors, pourquoi? Parce que c'est plus compliqué, mais c'est aussi parce que l'anticipation nous amène à faire une activité avec laquelle on n'est pas habitué, c'est-à-dire arriver à maqueter en fait des choses qui n'existent pas encore. On renvoie un petit peu au domaine de l'ingénierie. Alors, la question qui me semble importante, c'est finalement de se dire, bah, l'ergonomie doit arriver à anticiper les besoins pour devancer la technologie. Et dans ce cas-là, elle deviendra pleinement prospective. Donc l'enjeu ici de l'ergonomie, c'est de dire, si on veut s'emparer avoir une attitude prospective, eh bien, il faut devancer la technologie. Il faut avancer plus vite que la technologie. Alors, comment on peut avancer plus vite que la technologie? Il y a des choses assez simples qu'on peut arriver à définir. La, je ne vais pas les développer pour gagner un peu de temps, mais c'est de se dire, on va s'appuyer sur la prospective. C'est-à-dire que on regarde des études prospectives. Voilà, première chose à faire. Donc, ça ne veut pas dire qu'on arrête l'analyse de l'activité, les tests utilisateurs, etc., hein. Ça veut dire que quand on démarre un projet, on regarde ce que les prospectivistes ont rédigé, écrit, produit sur le projet. Euh, Quelles sont les tendances en termes de développement de la démographie? Quelles sont les tendances en termes de mode? Quelles sont les tendances en termes de développement technologique? Quels sont les brevets qui ont été déposés dans le secteur? Quels sont, etc., etc. Ici, il faut s'enrichir de tout ça, il faut faire de la veille. Bartlett le disait déjà. Deuxième chose qui est extrêmement importante, c'est qu'il faut analyser des situations d'usage et des tendances associées. Souvent, on est obligé d'étudier des situations d'usage qui ne sont pas en rapport direct avec le domaine. Par exemple, on va être obligé d'étudier la manière dont des gens vivent dans un gîte à 2500 mètres d'altitude pour comprendre les usages de l'hydrogène et les nouveaux usages liés à la consommation d'électricité chez les gens qui font de la randonnée pédestre en haute altitude. C'est pas un individu standard qui vit chez lui dans un immeuble à Montpellier, mais ça nous enseigne un certain nombre de choses. Donc il faut être capable ici d'analyser des situations et de comprendre un petit peu comme ce qui est transférable et ce qui n'est pas transférable. Troisième chose, c'est qu'il faut arriver à activer des représentations futures, euh, des usages futurs. Il faut arriver ici à projeter les individus dans des situations qu'ils
qu'ils n'auraient peut-être pas imaginé, mais on va les amener à réfléchir, à imaginer, à projeter, à créer des mondes qui on va les aider à explorer ces mondes-là. Donc il faut développer des méthodes, ici des méthodes de créativité notamment. La quatrième chose, c'est qu'il faut arriver à amplifier et stimuler la créativité avec des techniques participatives et créatives. Et donc ici, il faut arriver à booster ce qu'on peut faire en termes d'exploration créative. Quatrième chose qui est importante, c'est arriver à anticiper et à décrire des scénarios futurs. C'est-à-dire que là, il faut vraiment décrire, rédiger les choses, euh, agrémenter, faire du storyboard et dire, voilà, on va s'acheminer vers quelque chose qui va ressembler à ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous faites par rapport à ça? Et on réinjecte ça, généralement, souvent, auprès d'autres individus qui vont venir enrichir, compléter des scénarios futurs. Et enfin, il faut arriver à aider à la décision hein, d'une représentation possible parmi toutes celles qui auront été imaginées, en tous les cas d'une ou deux. Voilà. Alors, par rapport à ça, alors là, il y a une publication derrière, mais je ne vais pas citer, mais je précise un petit peu tout ça. Et on a réfléchi plus récemment à une méthode. Alors, on n'a pas fait du premier coup, hein, parce qu'au début, on disait autre chose, mais c'est de dire, ben, on va utiliser les données prospectives. Donc, c'est la première chose qu'on fait, on regarde les choses. Deuxièmement, on va essayer de comprendre les évolutions. Troisièmement, alors vous voyez qu'il y a des allers-retours à chaque fois. On décrit des scénarios prospectifs, on fait des scénarios d'utilisation, on fait des scénarios sur des futurs, on fait des personas d'utilisateurs qui n'existent pas, en tous les cas encore aujourd'hui. On va, etc., etc. Là, on stimule les idéations, et donc on amplifie la stimulation de la créativité, notamment chez les ingénieurs. Et une fois qu'on a fait tout ça, ben, on va essayer de ratifier un ou plusieurs scénarios, ratifier 3, 4, 5, 6 scénarios prospectifs. Et une fois qu'on a ratifié ces scénarios, à tester auprès de personnes, et bien on va aider à la décision pour voir si on crée, si on conçoit ou pas. Donc là, on rentre dans l'ergonomie de conception. Et la décision, bien évidemment, je le dis tout de suite, ce n'est plus de l'ergonomie, hein, c'est du business, c'est de la stratégie, c'est de la stratégie. Ça, euh, pareil, hein, quand je dis entreprise, ça peut être aussi, bien évidemment, la fonction publique. Voilà. Voilà un petit peu le premier point, le premier point que je voir, évoquer. Donc, c'était de définir les trois stratégies et de vous caler un petit peu les idées par rapport à ça. Et de voir comment l'ergonomie pouvait évoluer dans une stratégie qui est plutôt celle de l'anticipation des besoins, sachant que en ce qui concerne les technologies, l'approche par la technologie ou l'approche par les marchés, je pense que l'ergonomie a déjà une expérience dans ce domaine-là, puisque l'approche technologique souvent nous amène à faire des tests utilisateurs, ou l'approche sur le marché souvent nous amène à utiliser des utilisateurs, mais en tout cas les besoins existent. Voilà. Alors, je vais en venir maintenant à quelques concepts clés. Alors tout ça, c'est bien beau hein, de dire, voilà, on va anticiper le futur, mais la question c'est comment on fait, quoi. Euh, donc quels sont les outils dont on dispose, et en particulier des outils conceptuels qui permettraient d'appréhender tout ça. Alors, je pense qu'il y en a, je pense qu'il y en a quatre. Le premier, c'est ici mis le dernier, c'est l'analyse de l'activité et les usages futurs. L'analyse des activités nous renseigne quand même beaucoup hein, sur les possibilités d'innovation, notamment quand on fait des analyses hiérarchiques de tâches. L'analyse hiérarchique de tâches va nous donner quand même un certain nombre d'éléments sur les prérequis, les postes. On peut arriver à regrouper d'autres façons d'organiser les tâches, etc. etc. C'est important. La deuxième chose, c'est la créativité. La, la créativité donne aussi beaucoup d'éléments sur les possibilités de vision sur le futur, stimulation de la prospective. Alors, le fait de regarder des études prospectives donne souvent beaucoup d'éléments d'information sur ce qui peut arriver sur des scénarios inattendus, mais qui ont été prévus. Tout à l'heure, si j'arrive à finir, je donnerai un exemple dans le secteur du voyage. Et c'était en 2017, ils avaient deux études prospectives par des cabinets de prospective. Hein, et il y avait le scénario de la pandémie mondiale hein, là-dedans.
voilà, ce que je veux dire, c'est aussi intéressant dès 2017, même si le scénario existe, mais on n'a pas envie de l'imaginer, ben, le scénario existe, peut-être que eux ont réfléchi à des solutions par rapport à ça. Enfin, j'espère qu'ils l'ont fait. Et puis, le dernier concept qui est important, c'est la cognition orientée future. Alors, ça nous semble un concept extrêmement important parce qu'il est faux, parce que on a fait une publication là-dessus, trois, trois étudiants en doctorat, Clément Collin, Antoine Martin. Ben, Antoine a soutenu son doctorat, mais Clément est mars-avril. Et a eu ce besoin de se dire à un moment donné, il faut, comment dire, en psychologie, vous n'allez pas faire une sale tête, je ne vois pas vos têtes, mais en psychologie, finalement, on ne s'est pas intéressé au futur. Comme ça, je risque d'en choquer un certain nombre. Tant pis, je ne vois pas vos têtes, donc peut-être certains tirent la langue, je ne sais pas. Mais en psychologie, on s'est surtout intéressé à la manière dont le passé est connecté avec notre présent. C'est-à-dire comment les éléments du passé impactent notre vie actuelle. Comment ce qui s'est passé il y a, dans notre petite enfance, tiens, allons-y carrément, a une incidence sur le présent de la personne, le présent du sujet, ses pathologies, etc., etc. Finalement, la manière dont on pense le futur, dont on organise le futur, dont on imagine les choses dans le futur, c'est quelque chose d'extrêmement récent. Euh, et et c'est ce qui nous a frappé, c'est quand on commence à regarder la manière dont les psychologues ont regardé le futur, mais finalement, il n'y a pas grand-chose. Avant 1990, on peut même dire qu'on trouve à peu près rien. Et il faut attendre l'émergence des neurosciences, mais en même temps des neurosciences IRM, pour avoir des choses sur le futur, pour avoir des moments où les gens se disent, tiens, on te fait rentrer dans l'IRM, et puis toi tu penses au passé, toi tu penses au futur. Tiens, quoi, il ne se passe pas la même chose dans le cerveau. Tu dis, ah tiens, pourquoi? Et etc., etc. Là, on a commencé à comprendre que y avait des façons on ne marche pas tout à fait de la même manière, et qu'il y a dans le passé et dans le futur, la mémoire épisodique ne fonctionne pas de la même manière, enfin, les choses ne sont pas sollicitées de la même façon, et le fait de penser au futur devient quelque chose d'à part, de tout à fait particulier. Si je vous dis, tiens, nous sommes en 2050, vous descendez dans la rue, vous voulez rendre au travail, à votre avis, comment vous allez y aller? Et là, les gens disent: «Ah bon, j'ai jamais pensé à ça». Mais si je me mets à y penser, bah, je vais peut-être me dire: «Bah, j'aurai des chaussures à réaction, heu et il y aura une égalité totale entre une personne mobile et puis une personne handicapée moteur, puisqu'on aura tous les 2 des chaussures à réaction», et cetera, et cetera. Et on commence à explorer ici des choses, que finalement on n'explore pas habituellement. Alors, donc je vais essayer un petit peu de parler de ça, un peu rapidement, mais je vais essayer d'en parler en tous les cas. Et je vais commencer par une petite anecdote sur un film que certains peut-être d'entre vous ont vu. C'est World War Z. C'est un film qui n'a aucun intérêt. Je l'ai regardé, mais sans aucune conviction. Et le seul truc qui est intéressant, c'est que le scénariste, c'est Max Brooks, et c'est le fils de Mel Brooks. Alors Mel Brooks est un cinéaste assez connu puisqu'il a fait, c'est assez comique. Et son fils, Max, a fait des romans. Et il fait aussi des scénarios de films. Et chose plus intéressante, il a été embauché par l'armée américaine pour écrire des scénarios complètement farfelus, incroyables, qui n'arriveraient pas. Et ça a mis en évidence quelque chose d'extrêmement important, c'est que ça fait 40 ans maintenant que l'armée américaine recrute des auteurs de science-fiction, des artistes, pour rédiger des, euh, des choses que les militaires eux-mêmes, qui sont bien, hautement créatifs, n'imaginent pas. Hein. Dans l'art de tuer les autres, on peut être très innovant, mais ils se rendent compte que les auteurs de science-fiction inventent finalement des solutions de défense, des solutions d'armes, des types de comportements de foule, etc., que eux-mêmes n'arrivent pas à imaginer ou ne pas imaginer. Alors je vous rappelle que l'armée française le fait maintenant depuis 3 ans. Hein, ils ont commencé au niveau de la DGA, de la cellule d'innovation, à recruter des gens comme ça. Pourquoi? Bien parce que au début de l'innovation, il y a toujours une histoire. Euh, L'innovation,
c'est imaginer, c'est créer, c'est concevoir des produits qui n'existent pas encore, c'est inventer des scénarios, c'est avoir des développements narratifs que certaines personnes ont plus que d'autres. Les auteurs de science-fiction, les auteurs comme Max Brooks, etc., ont une capacité à raconter des histoires qui sont assez intéressantes. Et enfin, qui sont assez intéressantes. Je prends l'exemple de l'armée. Maintenant, on va passer dans d'autres domaines parce qu'on peut faire la même chose avec la santé, avec le bien-être, avec plein d'autres domaines qui sont également. Alors, euh, ici, on va s'intéresser à quelque chose qui est finalement cette activité-là, ce que c'est, et eh bien, cette activité de narration d'histoire du futur, eh bien, c'est ce qu'on appelle la cognition orientée futur ou bien le future thinking, hein, la pensée future. Euh, la pensée future, au départ, hein, on est en 2001, hein, la première fois qu'on commence à la définir. En tout cas, nous, on n'a pas trouvé avant, maintenant vous allez peut-être me démentir, mais en tout cas, la première fois que faire monter ça à temps, c'est Honeywell, euh, sur l'idée que c'est une simulation mentale d'événements ou de circonstances futures dans lesquelles on pourrait être personnellement impliqué. Alors, en 2014, il y a une définition un peu plus précise, hein, c'est disant que la pensée future, ça se déroule dans un continuum allant de simulations épisodiques pures, personnelles et spécifiques, à des simulations sémantiques générales. Et puis nous, bon, cette année, on l'a défini comme une capacité qui permet la simulation mentale et ou la préexistence d'événements futurs de nature personnelle. Personnel est important, générale, les deux en même temps. Voilà. Alors, quels sont les buts? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai, je ne sais pas. On, Bon, on a perdu tout le diaporama, Eric. oui, oui, je sais. Ok. Je ne sais pas. J'essaye de récupérer ça. Oups, blub. C'est autre chose. Tu vas me sauver. Voilà. Tac. Hop. Est-ce que c'est bon? Oui, oui, c'est bon là. C'est bon? C'est revenu. Ouais. Super. Donc, quels sont alors, la pensée future, on peut essayer on peut lui donner quelques caractéristiques. La première caractéristique, c'est ses fonctions. Les auteurs en identifient 5 globalement. La première fonction, c'est le contrôle de soi et la construction d'un sentiment d'identité dans la durée. La deuxième chose, c'est la capacité à simuler, prédire, avoir des intentions dans le futur, surtout à planifier des activités possibles. La troisième fonction, c'est une fonction qui est plus de prévision affective, d'orientation vers un but, de préparation à des menaces. La pensée future nous renseigne aussi sur des catastrophes, sur des idées qu'on peut avoir qui peuvent nous prévenir de risques. La quatrième chose, c'est qu'elle permet de réduire l'ennui. Elle prépare à la mort. Elle donne des contrastes à notre identité. Elle régule les émotions négatives aussi, en donnant des simulations qui peuvent être positives. Elle crée un lien social quand on arrive à partager des idées sur la manière dont on voit le futur. Elle permet de résoudre des problèmes. Elle participe à la prise de décision. Elle régule des émotions positives aussi. Et globalement, elle joue dans la planification. Elle joue fortement dans la planification, notamment par une espèce de mémoire prospective ou une prospective épisodique. Elle permet le retardement de la gratification aussi. C'est-à-dire, ça va m'arriver. J'ai pas eu une augmentation de salaire aujourd'hui, mais peut-être que mon chef m'a dit que machin, mes collaborateurs, mes clients sont contents, donc ça va arriver, etc., etc. La pensée future, on sait qu'elle joue aussi dans le comportement d'épargne. On se met à épargner aujourd'hui pour acheter une maison dans 10 ans. C'est encore une fois une manifestation de la pensée future. Alors, on a ces fonctions-là qui existent, et puis je pense qu'elle est en tous les cas, elle est assez intéressante pour et qu'on peut l'utiliser, des principes, des idées qui viennent de la cognition orientée future en ergonomie, en particulier en ergonomie prospective. Alors, pourquoi? Ben, il y a plusieurs choses là qui me semblent intéressantes. D'abord, c'est de se dire, on va partir de l'humain pour penser le futur, et pas de la technologie, et encore moins du marché.
Ici, donc, on se centre vraiment sur la manière dont l'humain va penser, imaginer, etc. du futur. Là, et vraiment sur ça. Donc, les collecter du corpus, des verbatims, des données, etc., sur la manière dont les humains fonctionnent quand ils se projettent dans le futur. La deuxième chose, c'est ça permet aussi de définir des besoins. C'est-à-dire, qu'est-ce que les gens se projettent, mais qu'est-ce qu'ils voudraient, qu'est-ce qu'ils n'ont pas, qu'est-ce qu'ils souhaiteraient, qu'est-ce qu'ils ne souhaiteraient pas, etc., etc. Ici, encore une fois, on a une capacité, quand on arrive à l'enclencher, à anticiper des choses. La troisième chose, c'est que la pensée orientée future, finalement, elle nous amène pas seulement à verbaliser des choses, mais surtout à verbaliser des expériences qu'on voudrait vivre, ou voir, ou ne pas avoir, ou ne pas vivre. Donc elle est en lien avec ce qu'on appellerait aujourd'hui l'expérience utilisateur, même si c'est aujourd'hui plutôt quelque chose qui est centré sur la conception. La quatrième chose qui nous semble importante, c'est que l'étude des erreurs et des pannes a aussi une fonction extrêmement... enfin, quand on fait parler des gens du futur, de leur futur, bon, alors, je vais le dire après, mais il y a un biais de positivité. Hein. Ça, on le sait maintenant. Donc, quand on forme les gens à l'entretien, notamment sur le futur, il faut savoir que les gens parlent positivement du futur. Donc, très rapidement, il faut ramener des questions qui sont plus négatives pour leur faire explorer des dysfonctionnements, des pannes, des erreurs, etc. etc. Et donc, ce qui apparaît, ce que je voulais vous dire ici, c'est que les erreurs, les pannes, les dysfonctionnements sont également des moyens de voir tout ce qui ne va pas et donc de voir comment on pourrait améliorer des dispositifs. Et c'est aussi parce que on pense que ça pourrait être fait autrement qu'on développe les cognitions d'amélioration et des cognitions. Et enfin, ce qui nous semble important, c'est les impacts sociaux. Penser le futur, c'est pas seulement penser le futur produit d'un service, etc., mais de toute la société qui va avec. Et ici, c'est aussi assez intéressant de se dire que les impacts sociaux, on les appréhende dès le début. Ça ne veut pas dire qu'on est capable de les aider, hein, ça ne veut pas dire non plus qu'on est capable de tout anticiper. Dans tous les cas, c'est des questions qu'on doit poser dès le... Voilà. Alors ça me semble être 5 points clés, ou en tous les cas importants, qui font relation. La, autre chose sur comment améliorer les représentations mentales d'expériences futures. La cognition orientée future, elle a différents problèmes. On peut en répertorier 5. Le premier problème, ça va être la temporalité, le deuxième, la narration, le troisième, les biais cognitifs, le quatrième, les capacités cognitives, le cinquième, les traits de personnalité. Alors, premier point, c'est la temporalité. Je vais le jouer comme ça. La temporalité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que généralement, bon, je vais peut-être gagner du temps. La temporalité, c'est que si je demande aux gens de s'investir et de penser sur un futur proche, ça va être beaucoup plus facile pour eux que d'avoir une évaluation en 2 siècles. Ce sera beaucoup plus incertain. Donc, quand on est dans des simulations, en tout cas, quand on simule des événements avec une temporalité courte, généralement, on a des représentations qui sont plutôt précises, plutôt élaborées, plutôt concrètes, plutôt détaillées. Quand on est dans un futur lointain, ben, tout ça, ça tombe. Donc, il faut vraiment en tenir compte. La deuxième chose qui est assez importante, c'est la narration. La narration, ça veut dire quoi? Ça veut dire que alors, la capacité narrative est extrêmement importante. Extrêmement importante. Il y a plein de travaux qui l'ont. Finalement, les gens qui ont une capacité narrative importante ont aussi une capacité à développer des cognitions futures qui est importante. C'est important pour les enfants. Aujourd'hui, quand on les forme, alors je le dis parce qu'il y a un travail de stage de 2018, je ferme la parenthèse là-dessus, sinon ça fait vraiment vieux, mais qui montre que lorsque les artefacts numériques sont importants, et quand il y a trop d'artefacts numériques, et c'est la capacité d'anticipation. Pourquoi? Parce qu'ils ne cherchent plus, quoi. Voilà, bon, bref. Vous avez compris ce que je veux dire. Donc, la capacité narrative, c'est quelque chose qu'il faut vraiment renforcer du point de vue éducatif. Et
aussi qu'il faut entretenir tout au long de sa vie pour, si vous avoir une capacité à anticiper le futur. Donc ça veut dire ici que tous les individus n'ont pas une capacité narrative importante. C'est pas distribué de façon égale chez tout le monde. La troisième chose qui est importante, c'est les biais cognitifs. Alors là, on sait qu'il y a au moins 3 biais qui agissent. J'ai dit, l'optimisme est réaliste, je l'ai dit. Quand les gens parlent du futur, c'est chaque fois radieux. Il y a ensuite deux choses qui jouent. C'est l'inertie psychologique. Il y a des gens qui ont plus ou moins une capacité à rentrer dans ce débat-là. Et puis des biais de recul. Il faut avoir du recul. Si les gens ont un recul qui ne les amène pas, s'ils ne décollent pas, le type qui vous dit, vous passez le Rorschach et il vous dit ce que vous voyez des taches d'encre, vous ne pouvez rien en faire. Donc ici, il y a une capacité à s'extraire un petit peu de la situation qui est extrêmement importante aussi. Quatrième chose, c'est les capacités cognitives. On sait qu'elles jouent un rôle important. Plus les personnes ont des capacités d'imagerie visuelle élevées, plus elles vont rentrer plus elles vont être capables de développer des cognitions orientées futures. La pensée divergente, donc les travaux déjà, ça c'est tout à fait concordant, on tombe sur la même chose. La pensée divergente, c'est un facteur de créativité, c'est pareil, ça marche aussi pour la cognition orientée future. Ensuite, tous les gens, je l'ai déjà dit, mais qui ont une capacité à développer l'imagerie mentale dans leur vie quotidienne, eh bien, ils vont développer une plus grande facilité à produire des représentations du futur. Et bien évidemment, comme on peut s'en douter, la pensée future est altérée par la dépression. Alors, il y a aussi 2 traits de personnalité dont on sait aujourd'hui qu'ils jouent. Le premier trait, c'est l'auto-amélioration élevée. C'est-à-dire quand les gens ont des valeurs d'auto-amélioration, c'est-à-dire qu'ils veulent essayer d'améliorer la situation, et bien ces gens-là ont une capacité aussi à se projeter dans l'avenir, dans un avenir proche qui va être élevé. Et il y a un deuxième travail qui a été fait sur les capacités d'auto-transcendance, c'est-à-dire la capacité de prendre en compte les besoins des autres. Et là, on sait que les gens qui ont cette capacité-là ont aussi une cognition orientée future qui est développée, et notamment sur la capacité à se projeter dans un avenir. Voilà. Donc on a aujourd'hui, alors c'est quelques petits jalons comme ça que je vous donne, mais on a quelques éléments assez importants et assez intéressants qui commencent à se développer sur l'ergonomie, sur la cognition orientée future. On peut bien évidemment, à partir de là, s'en inspirer pour développer à la fois des pratiques d'intervention, mais aussi des pratiques d'entretien, des pratiques de recueil de données, des méthodes, etc. Donc on peut se poser 5 questions. La première question, c'est qu'est-ce que peut faire le chercheur en facteur et ergonomie pour compenser les difficultés. La deuxième question, c'est comment pratiquement les chercheurs peuvent-ils susciter une bonne réflexion future. Troisième question, quelles pratiques d'intervention peut-on appliquer? Et y a-t-il des formes de recueil de données à privilégier? Peut-on avoir des exemples d'intervention en ergonomie prospective? Parce qu'il y a aussi une pratique à développer pour les ergonomes. Alors, pour donner, faire vite et donner quelques recommandations sur les orientations méthodologiques qu'on peut avoir, sachant que je ne vais pas développer les entretiens d'idéation ou des choses comme ça, ou les personas, blablabla, etc. etc. Quelques donc jalons pour s'orienter. D'abord, il faut veiller, ce qu'on sait, c'est quand même, il faut veiller à la récupération des expériences passées. C'est-à-dire que le futur se construit souvent sur l'expérience du passé. Et il faut ramener l'individu sous étude, ou la situation plutôt que pas que l'individu, la situation qui est sous arriver à récupérer des expériences passées pour que l'individu parte de ça et ensuite explore le futur. Ensuite, il faut commencer par... Les gens vont commencer souvent par des détails. Et il faut accentuer, amplifier la possibilité pour l'individu de passer du détail à la généralité, de la généralité à l'autre. Donc ici, il faut, lors de l'entretien, si c'est des entretiens, dans la pratique méthodologique, enfin, il faut permettre ce va-et-vient. La troisième chose, c'est qu'il faut viser une représentation détaillée de l'avenir. Quand l'individu dit les choses, eh bien, il va falloir l'amener à préciser les choses. Plus on aura une représentation détaillée, plus on va pouvoir arriver à dégager des besoins anticipés. Quatrièmement, il faut amener les individus à s'imaginer dans l'événement futur. Alors, il y a des effets d'amorce. On a montré dans Cherche-nous, c'est que l'amorçage est extrêmement important.
hein. Si vous mettez, alors, il y a un groupe avec amorce et sans amorce. Les groupes sans amorce, ils décollent pas, enfin, ils décollent lentement. Le groupe avec amorçage et avec double amorçage, il démarre beaucoup plus vite. Cinquièmement, c'est activer les connaissances autobiographiques, permettre à l'individu de parler de son histoire. Chaque fois, les individus, d'ailleurs, le font souvent. Ensuite, il faut arriver à diminuer la distance temporelle, l'événement, la description de l'événement futur, la situation de la personne. Et enfin, il faut prioriser la réflexion sur les éléments positifs. Et ensuite, il ne faut pas rester positif. Alors pourquoi? Parce qu'on a un biais d'optimisme. Et ensuite, il faut vraiment dire à la personne, OK, maintenant, on va essayer de critiquer et de montrer en quoi ce que vous avez dit n'est pas possible. Comment vous pourriez critiquer la chose? Qu'est-ce qui ferait que ça ne va pas marcher? Qu'est-ce qui fait que votre... Et là, elle n'est pas satisfaisante? Et on relance l'individu sur ça. Voilà. Alors, Jean, ça c'est pour vous donner quelques pistes. Je voudrais finir, il me reste un quart d'heure, alors je ne sais pas si on s'arrête là pour des questions ou si je vous présente une intervention. Je sais pas, c'est comme tu veux, puis peut-être aussi comme. Est-ce qu'on avait dit qu'on s'arrêtait à 12h30, c'est ça? Midi? Ok. J'avais midi en tête, c'est pour ça que je pose la Ouais, c'est question. ça, mais Alors, comme on a commencé un peu. si vous avez un peu com- plus de temps, je peux commencer par un exemple dont je peux parler. Parce qu'il y en a dont Alors, je ne peux pas parler. le truc, c'est que il y en a certains qui auront cours à 13h. Ah bah ce Donc, sera fini. Attends, ouais, non, mais c'est qu'il faut qu'on mange avant un petit peu. Donc, juste, exactement. je pense qu'on peut ça, je fais un peu la cognition du futur. Ça, j'anticipe les besoins Je vais, futurs. je- Donc juste peut-être on peut se dire qu'on se garde une quinzaine de minutes de questions. C'est-à-dire que si tu as un ok, petit exemple donc encore pour 5-10 j'essaye minutes, de c'est bon? finir dans 10 minutes. Ouais, ok, je vais essayer de faire Ok. ça. Donc, Parfait. je vais essayer de parler d'une intervention sur laquelle on a publié. Donc, je peux en parler, ce qui n'est pas le cas de tout. Alors, on est donc chez Amadeus. Amadeus, donc c'est une entreprise de voyage qui est située à Nice, mais qui est dans 4 pays, je crois, implantée, 10-12 000 salariés, et c'est le back-office des compagnies aériennes globalement. Ils gèrent les, euh, les billets d'avion de, je crois, 700 compagnies. Le concurrent mondial, c'est Sabre, qui est un concurrent américain. Amadeus, donc c'est l'européen, qui est lié à la fusion des back-office d'Air France, enfin, des systèmes de billets et back-office de Air France, Scandinavienne, Iberia, hein, je ne sais plus, Lufthansa. Et donc, c'est une assez grosse entreprise. Et globalement, leur métier, c'est de... Vous avez un billet d'avion, et puis souvent, vous ne le savez pas, mais c'est écrit tout petit en bas, Amadeus. Et en fait, le billet d'avion, ils l'éditent, ils le gèrent, ils sont économiques pour que vous achetiez vraiment on sait que c'est le plus attractif, mais pour eux, c'est aussi le plus attractif, ne vous inquiétez pas, etc., etc. Bon, alors voilà, je ne rentre pas dans les détails. Il se trouve que dans cette entreprise, un jour de 2017, il nous pose la question de savoir finalement qu'est-ce que l'ergonomie prospective pourrait faire. Est-ce que avec l'ergonomie prospective, on pourrait faire émerger de nouveaux produits, des nouveaux services, de nouveaux processus, des nouveaux systèmes dans le domaine du voyage? C'est bien beau de raconter tout ça, mais qu'est-ce que vous pourriez faire vous-même? Alors, ben, on a fait ce que j'ai dit, hein. C'est premièrement, on va essayer de prévoir. Donc, on va regarder la prospective. Deuxièmement, on va essayer de comprendre. Troisièmement, on va essayer de décrire. Quatrièmement, on va essayer de stimuler la créativité. Cinquièmement, on va essayer de valider s'il y a des idées qui sont intéressantes. Et sixièmement, on va les aider à décider. Voilà. Donc, c'est une démarche. Bien évidemment, il s'agit de produits. Il ne s'agit pas d'inventer des produits qu'ils ont déjà, hein, hyper intelligents. Ils sont tous. Euh, Ils ont en plus un serveur dédié à l'innovation dans l'entreprise, donc dans lequel il y a 1800 idées au mondial. Donc les gens, ils ont la possibilité, ils ont une idée, ils se connectent, ils décrivent leur idée. Il y a une cellule innovation qui regarde l'idée. Si l'idée est jugée bonne, on va donner un jour par semaine à la personne pour la développer. Donc c'est pas rien, hein, voilà, vous pouvez promouvoir votre idée, vous pouvez, etc., etc. Donc il y a vraiment une culture de l'innovation qui est très ancrée dans tout ça, mais une culture qui est principalement centrée sur une innovation technologique ou bien marché. Alors, qu'est-ce qu'on fait nous? Ben, on fait ce que je vous ai dit, c'est-à-dire premièrement, ben, on regarde la prospective,
il se trouve que comme c'est une boîte où ils regardent, donc ils achètent des études de prospective, hein, ils payent des cabinets assez chers pour faire de la prospective. Regardez le futur du voyage en 2030, qu'est-ce que ce sera? Donc comme ils sont gentils, ils nous les donnent. Et qu'est-ce qu'on fait? On les lit. Et puis on regarde d'autres choses, hein, des mémoires, des tas de choses qui sont faites sur l'université, on trouve aussi des choses. Et puis mieux, encore plus intéressant, on trouve des congrès. Il y a des congrès. Le voyage pour nous n'est pas une science, hein. Il n'y a pas de faculté du voyage, de faculté du tourisme, ou de faculté, etc. Mais par contre, quand vous regardez les autres pays, vous avez des cours il y a même une faculté d'hospitalité, hein. Donc il y a les sciences de l'hospitalité où on vous apprend à gérer un hôtel, un casino, monter un parc d'attractions, organiser des voyages, faire du design de nourriture. Tout ça existe. Et donc, il y a aussi toute une communauté scientifique qui existe. Donc, on regarde un petit peu tout ça. C'est la première chose. La deuxième chose qu'on va faire, c'est on va essayer de comprendre. Donc, on va analyser des utilisateurs. Ici, on va prendre des utilisateurs qui sont atypiques. C'est-à-dire que là, bon, j'en ai pas parlé, mais il y a beaucoup. J'en ai pas parlé. Je n'ai pas parlé de Fun People, mais j'aurais pu ou même j'aurais dû de parler des utilisateurs précurseurs. Voilà, des utilisateurs précurseurs. Et donc ici, on va s'intéresser à trois types d'utilisateurs. Donc, attendez, je vais commencer par mes trois types. Non, voilà ça. D'abord, on va développer une méthode. Ensuite, je verrai les utilisateurs. Alors, ici, on va faire une méthode. C'est des entretiens dits d'idéation. Je vais vous expliquer un petit peu comment on va faire. Donc, on va prendre très peu d'utilisateurs, 14 au total. Et il y en a un encore qu'on n'a pas utilisé. Enfin, une fois qu'on avait fait l'entretien, on s'est dit c'est pas intéressant. Donc ici, en fait, on est parti de 13 utilisateurs au total, donc très peu de personnes, mais vous allez voir chaque fois des gens absolument incroyables. Donc, on va ici développer une méthode d'interview qui est un petit peu longue. Premièrement, on va demander aux gens de parler de leurs besoins en termes de voyage, pour eux, pour leur activité. Avec l'idée ici de cerner des problèmes auxquels ils ont été confrontés et de voir quelles solutions on pourrait mettre en parallèle. Donc ici, c'est grosso modo, on va produire un discours et on va essayer de retrouver dans le discours les gains et les pertes. Qu'est-ce que je peux gagner à faire autrement et qu'est-ce que je peux faire si je continue à faire ça. Ensuite, on va présenter, donc ça va faire 30-40 minutes d'entretien. Ensuite, on va présenter à la personne une carte d'expérience. Il y aura avant le voyage, pendant le voyage, après le voyage. Et là, on va faire étape par étape. On va demander à la personne de parler quand elle a dit du voyage. Qu'est-ce qu'elle a dit, qu'est-ce qu'elle a évoqué, comment le voyage l'a inspiré. Et puis ensuite, toutes les phases qui sont intéressantes au moment où elle rentre chez elle et puis elle fait son album photo. Voilà. Phase, avant le voyage, pendant le voyage, puis après le voyage. Ensuite, ces phases-là, on va chaque fois lui demander de dire ce qui va et ce qui ne va pas, hein, de nous raconter une histoire, de nous raconter sa vie, hein, checking, j'ai perdu mes valises, blablabla, etc. Et comment on pourrait améliorer ça, qu'est-ce qu'on pourrait faire. Voilà. Et là, on va ensuite lui donner des jetons pour nous dire quels sont les points les plus importants à améliorer, quels sont les points qu'il ne faut pas changer. Donc, on va miser un petit peu, si vous voulez, pour nous dire ça c'est important, ça c'est pas important. Et ensuite, on avait utilisé à la fin encore une technique de phrase à compléter. Hein, dans le futur, les voyages me permettront de... Dans le futur, lors de mes voyages, je rencontrerai, etc. Mon activité professionnelle va être impactée dans le voyage car... Donc, phrase à compléter, je ne vais pas en parler. Voilà, pas le temps. Mais voilà, donc vous avez à peu près compris. Alors, ça fait des entretiens extrêmement longs. Hein. Minimum, c'est 1h50 et maximum 4h30 d'entretien. Donc, c'est long, c'est très très long. On enregistre tout, en plus, ça fait un boulot phénoménal. Ici, on a pris trois types d'utilisateurs. Alors, des utilisateurs qui ont une expertise centrale en voyage, mais vraiment une expertise centrale, c'est-à-dire back-office d'une compagnie aérienne, responsable d'une agence de voyage, directeur d'un hôtel de prestige, responsable départemental
du tourisme, concierge clé d'or. Alors c'était le président, l'ancien président des concierges clé d'or, responsable de. Donc, concierge clé d'or, c'est les concierges c'est un réseau de professionnels des concierges des palaces. Généralement, ces gens-là ont un master, ils parlent 5 langues. Et, et puis, ils ont une connaissance du voyage qui est absolument phénoménale. Enfin, tout cela, hein, d'ailleurs. Un responsable de gestion d'événements, mais un événement massif. Hein. Quelqu'un qui organise des choses où on fait venir 50 000 personnes. Vous voyez, pas le type qui organise la MJC, qui fait la salle des fêtes à la MJC du coin. Quoi. Donc ici, des gens qui ont vraiment qui ont vraiment le voyage depuis 20 ans, 30 ans en expertise. Ils savent ça, ils connaissent ça, ils ont fait voyager des gens, ils accueillent des gens qui voyagent, ils font, voilà, massivement. Deuxième chose, donc là, on a une expertise centrale. Deuxièmement, on a une expertise sur des gens qui ont une capacité qui sont extraordinaires. Hein, ici, elle est plus centrale, mais c'est des gens qui ont besoin du voyage. Ici, on a pris des vignerons. Alors pourquoi? Parce qu'on a eu l'opportunité, d'une part, de rencontrer et d'interviewer un dirigeant d'une très grande maison de champagne, puisque, alors le problème du voyage est extrêmement important. Hein, pourquoi? Parce que un vigneron en Champagne, s'il ne voyage pas, c'est-à-dire s'il ne fait pas voyager ses bouteilles, eh ben, ça s'arrête là, enfin, il paye. Donc il faut que son champagne il fasse le tour du monde. Donc le problème du voyage, c'est lui au quotidien. Hein, au quotidien, c'est comment j'envoie une bouteille en Nouvelle-Zélande. Comment je fais? Et tous les problèmes qu'il a sont. Alors, il ne vous dira jamais j'ai un problème de voyage, mais vous allez voir que dans son activité, ça a un impact sur. Et donc, c'est ces gens-là qu'on a pris. Le troisième groupe, c'est un groupe d'experts, c'est des chercheurs, tout simplement. Donc, on a pris ici un professeur à l'université en hôtellerie responsable de licence maîtrise, enfin, c'est un maître de conférence, pardon. Et puis, le premier, c'est un professeur. Responsable d'un master voyage, enfin tourisme, je ne sais pas quoi, dans une prestigieuse meilleure école de commerce française. Voilà. Vous pouvez présupposer. Alors, on a ces gens-là. Donc, l'entretien va se dérouler de la manière suivante. On présente, on fait le consentement, on leur parle de l'activité de voyage, je vous l'ai dit. Deuxièmement, on va leur permettre de. Oups, on va alors vous allez voir cette grille là qu'on va leur mettre devant les yeux. Donc c'est avant le voyage, ben, ça commence avec l'inspiration. Alors j'ai tout barré parce que l'entreprise veut voir. Et puis les gens vont parler à chaque fois de ce qui leur est arrivé au moment du check-in, au moment de leur maison, au moment où ils arrivent à l'aéroport, au moment, etc. Comment ça peut évoluer dans le futur, qu'est-ce qui vous est arrivé, et on va demander aux gens de parler de tout ça. Ensuite, on va commencer à décrire tout ça. Donc là, on a utilisé Iramutech. Et on va se rendre compte qu'il y a 3 choses importantes qui apparaissent dans le voyage. C'est premièrement ce qui relève de l'organisation du voyage à proprement parler, et là où l'entreprise est assez bonne. Ils savent organiser les voyages, ils savent qu'il faut améliorer le confort du voyageur, ils savent qu'il faut préparer bien le billet, etc., etc. Et puis 2 autres choses qui sont beaucoup moins évidentes. Et finalement, le voyager, c'est pas aller d'un point A à un point B, c'est vivre une transformation de son identité, c'est s'enrichir personnellement, c'est rentrer en relation avec autrui, c'est vivre avec des gens que je ne connais pas, mais j'ai envie de cette confrontation-là. Mais c'est aussi une confrontation avec les douanes, une confrontation des fois qui est très désagréable, ou si vous perdez vos papiers ou des choses comme ça. Et donc, on va commencer à comprendre qu'il y a 3 choses extrêmement structurantes dans les discours. Fait d'un axe qui est de penser le voyage, un autre axe qui est vivre le voyage, et puis donc c'est un axe plutôt intrasubjectif, hein, je pense, j'anticipe mon voyage ou bien je vais le vivre. Et puis un autre qui est la perturbation qu'on appelait la perturbation ou bien une relation empathique. Je voyage parce que j'aime rencontrer. Alors, Alors, à partir Eric, de je suis là, désolé, il te oui, reste à peu près 5 minutes parce que. ça me si- suffit largement. Ouais, nickel. C'est bon, ouais, ça me suffit. À partir de ce moment-là, on va commencer à interpréter ces classes de voyage pour produire des scénarios. On va produire 3 scénarios. Ces 3 scénarios vont nous permettre de dégager 6 solutions. Donc, chaque fois, on fait 2 solutions de produits ou de services par scénario. Ces scénarios, on va les rédiger
pas, faites-moi confiance. On va on va les rédiger, les maqueter, les présenter. Ensuite, on va les tester. Euh, dans certains cas, c'est testé en face à face. Dans d'autres cas, c'est testé en groupe. Dans notre laboratoire, on filme tout ça et on va arriver à la validation. Donc, on est ici parti d'une situation, comme vous le voyez, on a essayé d'anticiper des attentes, on a créé des situations pour faire des voyages dans le futur, totalement. On a ensuite calibré, essayé de comprendre quels étaient les discours, un petit peu comme les couches pilotes, comprendre que le voyage, c'est pas seulement aller d'un point A à un point B, mais c'est toutes les transformations psychologiques. Ensuite, c'est arriver à classer des solutions en termes d'innovation, ce qu'on fait, est-ce que c'est faisable, est-ce que c'est motivant, etc. On a ensuite hiérarchisé les 6 solutions possibles et on a aidé l'entreprise à décider. Mais là, on s'est arrêté. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? En fait, on a produit 106 idées ici. Quand on dit produit les idées, c'est qu'on peut mettre des extraits de corpus en face de chaque idée. Ces idées, l'entreprise, de son côté, en a filtré 34. Ils se sont réunis entre eux, ils ont regardé les idées, ils ont dit ça on prend, ça nous intéresse pas, ça c'est pas pour nous, ça c'est pas rentable, ça c'est etc. Ensuite, on a testé 6 scénarios prospectifs, on a élaboré des scénarios, ils ont retenu deux idées. Voilà, alors j'en ai. L'idée est simple hein, ici, c'est que au moment où on génère les idées, on peut ensuite les stimuler. Et vous avez compris que la phase ici, de retour de stimulation, si on va présenter les scénarios à des gens qui sont en contact direct avec ces scénarios-là, pour que précisément les scénarios soient confrontés à une espèce de réalité de la situation. Est-ce que ça va être possible? Est-ce que c'est intéressant de le faire? Et donc on régénère de nouvelles idées à ce moment-là. Voilà. Alors, eh ben, j'en ai fini. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que l'objectif, c'est quand même d'arriver à l'idée que je pense qu'aujourd'hui, en ergonomie, on doit s'intéresser réellement au futur. Je pense qu'on a toutes les cartes en main pour le faire et on peut attendre. Voilà, j'en ai fini. Bon, merci beaucoup, Pareil, Eric, voilà. pour cette intervention très stimulante. Merci. Euh, et merci d'avoir accepté à nouveau hein, d'intervenir dans notre séminaire. Je vois André qui dit merci, Eric, avec plein de points d'exclamation. Eh Ce ben, que je c'est propose, gentil à lui, merci. ce que je vous propose, c'est qu'on regarde si il y a quelques questions, quelques remarques dans l'assistance. Donc là, si vous voulez me dire des choses, je pense qu'il faut que vous vous approchiez de mon ordinateur parce que le micro est pas assez puissant pour vous entendre de loin. Donc voilà. Et puis bien évidemment, André ne peut pas prendre la parole dans le train. Oui, mais André, tu peux peut-être écrire tes questions, des questions courtes. Donc je vous propose je vous donne la parole. Est-ce que vous souhaitez poser des questions à Eric? C'est une question facile. Je pense que tu vas la trouver ridicule, Eric. Non, mais je veux que des questions faciles, moi. Les autres, je ne réponds pas. Allez, on va commencer par une facile. Comment on passe de l'acceptabilité a priori d'une solution technologique à venir à l'ergonomie prospective? Je dois répondre d'un point de vue personnel ou d'un point de vue scientifique? Ah, Ah bah, je D'un pense point de que vue personnel, tu- j'en avais marre d'être le lot 4. Je pense que je résumerai les choses comme ça. C'est-à-dire que quand on est, enfin, je sais pas, il y a des doctorants, donc je devrais peut-être pas le dire, et je vais pas les démotiver, mais souvent quand on fait des sciences humaines et sociales et qu'on est embarqué dans des projets de grande ampleur, type ANR, type projet européen, type choses comme ça, vous allez constater que vous allez être le lot 4 ou le lot 5. Alors, ça veut dire quoi le lot 4 ou le lot 5? Ça veut dire que généralement, vous avez le lot 1, on va mettre les économistes et les financiers, les gestionnaires, ils vont vous faire l'étude de marché, ils vont vous faire ceci, ils vont vous mesurer les conséquences. Ensuite, vous avez le lot 2, 3, 4, 2, 3, 4, ça va être les ingénieurs. Eux, ils vont faire le super produit, super chiadé, super machin, etc. Ils vont avoir le paquet de pognon, ils vont avoir le paquet de choses, et vous avez votre lot à vous, c'est comment faire accepter ce que les autres ont décidé. Alors, comment faire accepter ce que les économistes ont décidé sur le choix ou sur le modèle économique qui est?
en termes de santé, en termes de technologie. Et puis ensuite, vous avez les lots 4, 5 et 3, 4, 5, 2, 3, 4, où effectivement, vous avez les ingénieurs chimistes dans un certain cas, les informaticiens et les énergéticiens qui vont vous dire, voilà, nous, on a la super pile à hydrogène, écoutez, voilà, il faut faire comme ça. Et vous êtes là à dire, mais écoute, fou, personne ne veut utiliser ça, mon gars. Et donc, si, ben, donc on va faire comment l'accepter. Donc on arrive à l'acceptation, et là, ben, grosso modo, on va mettre un petit peu de peinture, on rajoute des petites fleurs, on peut peindre le tout en rose, et très souvent, c'est pas convaincant. Et donc, ça m'a progressivement déçu. Voilà, j'étais déçu de cette approche-là par l'acceptation. Alors que si on essaye de se dire, mais finalement, euh, est-ce qu'on ne peut pas, nous, prendre le lead sur un certain nombre de projets? Vous voyez, quand j'ai pris l'exemple de Stanford, ça me semble être ça. Euh, c'est sûr que les psycho-designers, sociologues de Stanford, ils ne connaissent rien en épaisseur de la couche culotte. C'est sûr. Par contre, c'est des experts dans les usages, dans la façon de voir les choses, dans les besoins, dans la vision, dans la représentation qu'ils peuvent avoir des utilisateurs futurs, des parents des utilisateurs. Et je pense qu'il faut maintenant, ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus faire de l'acceptation, hein, parce qu'il y a aussi des problèmes qui sont des problèmes d'acceptation. Mais ça veut dire qu'il faut aussi maintenant mettre le focus sur ces points-là. Et je pense qu'il faut occuper le terrain. Je pense qu'on commence à avoir des cartes théoriques pour appréhender ça. On commence à avoir des méthodes. Et il faut y aller. Quand je dis il faut y aller, ben, il faut avancer du point de vue de la recherche, mais il faut aussi avancer du point de vue du praticien. Il s'agira, à un moment donné, il faut aussi les former. C'est aussi ces ergonomes, ces psychologues ergonomes, comme vous le verrez. Moi, je ne suis pas dogmatique par rapport à la discipline ici. Alors, je suis désolé parce qu'en fait, il y a Lionel qui visiblement souhaiterait. Donc, je vais frustrer Daniel qui n'a pu poser qu'une question. Non, je m'attendais pas à la réponse, mais elle me plaît beaucoup. Lionel, je crois que tu voulais prendre la Donc, parole. Daniel, je te donne une réponse plus personnelle. Maintenant, on peut débattre théoriquement aussi hein, sur le Ah, moi, utot, tram, moi, voilà. je trouve que ta réponse est très intéressante en effet. Je m'attendais pas à ça. Enfin, je sais pas à quoi m'attendre, mais je trouvais que la réponse était assez illustrative. Ah ouais, assez convaincante, ouais. Lionel, je te donne la parole. Ok, merci Raphaël, merci Eric pour la présentation. Je trouvais ça hyper intéressant, notamment enfin, de renverser un peu la balance et de replacer, on va dire, la conception, voilà, le design ou la conception dès le début, quoi, dès le début des projets, quoi, que ça soit même la source de l'innovation. Et moi, ma question, c'était plus que sur une question de risque. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il n'y a pas un risque quand on en fait, on recommence à se dire on va innover dans le futur que de réinventer, j'ai envie de dire, le fil à couper de beurre ou de réinventer la roue ou de se dire, voilà, en fait, de proposer quelque chose qui, au final, n'est pas forcément en rupture ou, enfin, Alors, je ne sais pas si c'est c'est- clair. si, je peux, enfin, je sais pas, là, euh, c'est encore une fois, je donne une réponse qui peut être, elle va être un petit peu, comment dire, décalée. Euh, Moi, enfin, j'ai un âge, voilà, enfin, 58 ans, donc ça fait, je sais pas, 30, je sais pas combien d'années, 30 et quelques années que je suis à l'université, 31 ans, 32 ans que je suis à l'université. Et euh, j'ai j'ai vu les étudiants hein, évoluer. Et j'ai vu les demandes des entreprises évoluer. Euh, on a eu 30 ans, ils faisaient hygiène, sécurité, conditions de travail, quoi, globalement. Ils ont fait ensuite compétences, ensuite, un bilan de compétences, ensuite, ils ont site web, commerce électronique, etc., etc. Il y a quelque chose de nouveau aujourd'hui, vraiment de nouveau. C'est qu'on a des demandes qui viennent, comme la demande d'Amadeus. Hein. C'est grosso modo, le dirigeant ou l'équipe dirigeante vous dit qu'est-ce qui peut me faire disrupter. Ça, c'est une demande nouvelle. Moi, je ne l'avais jamais entendue avant. Ça fait 4-5 ans qu'on a des choses comme ça. Euh, on a besoin d'innover, pas pour le plaisir d'innover. C'est qu'on a vu. Les dirigeants vous parlent, hein, et pas un langage. Enfin, c'est un langage simple qu'ils vous disent. Moi, j'ai vu la montée de Nokia, j'ai vu la disparition de Nokia.
J'ai acheté un BlackBerry il y a 15 ans. Aujourd'hui, BlackBerry n'existe plus. La durée de vie d'une entreprise, ça peut être 5 ans, ça peut être 10 ans. Qu'est-ce qui fait qu'on disrupte aussi vite? D'accord? Et là, c'est fondamental. Enfin, est-ce que en France, on a la plus grosse entreprise de- d'hôtellerie, hein, le groupe Accor? Le groupe Accor, c'est 800 000 chambres. Est-ce qu'il y a 20 ans, ils se sont dit, il y a un opérateur qui vient d'espèce de beatnik, là, qui se balade avec des sacs à dos à San Francisco. En 15 ans, ils vont créer une boîte qui aura 3 millions de chambres dans le monde. Personne n'a prévu ça. Euh, et ici, c'est vraiment une innovation par l'usage Airbnb, hein. C'est de se dire, les gens, ils ont des chambres vides, leurs enfants étaient là à la maison, puis ils sont plus à la maison, donc ils peuvent louer leur chambre. Ben, tiens, on va faire une plateforme, etc., etc. Et des gens ne voient plus arriver ça. Donc aujourd'hui, vous avez une demande d'un nouveau type qui est à l'initiative, hein, des entreprises, qui est de dire, mais j'ai peur de me faire disrupter. Et comment je peux appréhender ça? Moi, je pense qu'on peut aussi y répondre. Comme on a répondu, hein, au problème d'ergonomie de correction, j'ai des TMS, qu'est-ce que je dois faire? Ben oui, on peut corriger ton poste de travail, t'inquiète pas, on va le faire. Comme j'ai des problèmes de conception de site web, ben, t'inquiète pas, on va faire un test d'utilisabilité, on va y arriver, t'inquiète pas. Puis maintenant, attends, j'ai un problème, c'est que je risque de disparaître. Ah ben t'inquiète pas, enfin, c'est pas sûr que t'inquiète pas, mais en tous les cas, il faut réfléchir à ce problème-là. Voilà. Je sais pas si je réponds à la question. Alors, si, ça me, en partie parce que ça met l'emphase sur le fait que maintenant l'innovation de rupture, de ce que je comprends, et cette ergonomie prospective, elle a un vrai rôle fonctionnel parce qu'elle oblige entre guillemets les structures à penser le futur Ouais. et à penser à la fois sa survie comme sa disparition, quoi. Donc, si je comprends bien, Oui, c'est moi, ça. je- Alors, ce qui est aussi, bon là, je n'ai pas évoqué, mais c'est aussi tous les problèmes organisationnels, hein, là, ça, il y a des vrais problèmes de psychodésorganisation qui sont liés au développement dans les entreprises. C'est-à-dire que si on n'a pas un alignement entre les stratégies d'innovation et puis stratégies commerciales et puis les stratégies de production, et etc., etc., on reste dans des organisations qui innovent, mais qui innovent dans des cercles restreints, et finalement, elle n'est plus orientée, c'est pas toute l'organisation qui est orientée vers la prospective, vers la prospective et vers l'innovation. Voilà. Euh, Si, on sait aussi, hein, tout à l'heure, je disais, j'ai rapidement parlé des aspects organisationnels, mais on sait aussi que si les responsables de l'innovation dans l'entreprise ne sont pas en contact direct avec la direction générale, eh bien, les entreprises ont des retards d'innovation, ou voire elles disparaissent. Donc, vous savez, la question, c'est beaucoup de... c'est ce que je disais à la CCI, hein, quand les dirigeants parce que tous les dirigeants vont vous dire, mais moi, je me suis créé sur une innovation, hein, quand il crée sa boîte, ou bien je fais de l'innovation. Mais aujourd'hui, le rythme d'accélération, le rythme d'innovation est d'une accélération qui est phénoménale. Phénoménale. Et avec la Covid, on le voit encore plus. Il y a des entreprises qui ont tiré vraiment parti de la situation de la Covid en précisément développant des ressources assez inattendues. C'est-à-dire ça les a obligés à faire des bonds, à être beaucoup plus agiles, à court-circuiter les échelons hiérarchiques classiques, à travailler avec des communications plus rapides. Et puis d'autres se sont complètement cassés la gueule, hein, aussi. après, je vais laisser la parole. Nico qui a écrit quelque chose, mais je ne l'ai pas vu. Ouais, je vais laisser la Ouais, parole. ouais. Je termine Alors, juste. Ouais, après, je termine, pardon. J'en profite. En plus, tu peux pas me couper trop la parole, Raphaël. C'est ouais, juste je que pourrais. ouais, ça fait sens. Ça fait sens parce qu'on montre en fait que d'un point de vue adaptation, que quand on pense l'action en fait dans le futur, cette action elle a plus de chances d'être adaptée en fait que quand on la pense dans le présent, enfin quand on considère qu'elle est pour le présent ou pour le passé, quoi. Donc moi je trouve que ça fait parfaitement sens ce que vous venez de raconter, donc je vous remercie. Ouais, alors juste comme il est midi 11, je crois qu'il y a beaucoup d'entre nous qui ont eu une réunion avant et que peut-être qu'il y a une petite saturation réunion. Juste, j'évoque, Eric, la question d'André. Après, peut-être que vous pouvez dialoguer tous les deux là-dessus, je sais pas.
Donc, André nous pose la question suivante. Il nous dit, en ergonomie prospective, on avait galéré avec Thales pour la conception d'un cockpit d'avion pour un avion qui volera dans 30 ans. Comment évaluer de façon comparative avec un cockpit actuel? Comment contrôler l'effet de familiarité avec la situation actuelle? As-tu une idée sur ce point? Non, je n'ai pas Ah bah, d'idée. c'est bien Mais ça. Réponse courte. j'ai pas d'idée. Non, il faudrait voir le cas particulier. Mais j'ai vu que mettre André en relation avec Philippe Doyon-Poulain, qui est le professeur d'ergonomie à l'école polytechnique, qui a pris la succession de Jean-Marc Robert. Et Philippe Doyon-Poulain, qui vient de chez Bombardier, un facteur humain chez Bombardier, qui a validé le cockpit de je ne sais plus quel avion, a aujourd'hui un projet justement sur le cockpit du futur. Donc, et demande des thésards et des postdocs. Donc, peut-être que André devrait se mettre en relation avec lui. Ok. Donc, En tous les cas, on peut faciliter la relation. donc, si je comprends bien, la réponse à sa question, c'est on reste en contact et je te mets en relation avec une personne ad hoc. C'est ça? Tout à fait compétente en ergonomie de Ok. conception et en ergonomie prospective. Et Bah, en écoute, plus dans le secteur de l'aviation. donc c'est une réponse très courte et très adaptée, donc je te remercie infiniment. Ce que je vous propose, c'est peut-être qu'on remercie infiniment Eric à nouveau pour son intervention, pour le temps qu'il nous a alloué et pour toutes les réponses à ces questions. Eric a gentiment accepté de faire une petite interview avec Jérôme Maître. Donc en fait, on va préparer une petite vidéo de quelques minutes qui va un peu reprendre des points saillants de l'intervention d'Eric. Donc c'est quelque chose qu'on va co-construire avec Eric. Donc histoire un petit peu de valoriser à la fois en interne et en externe toutes ces idées originales qui ont pu être évoquées. Donc on retrouvera ça sur la chaîne YouTube du laboratoire. J'ai l'impression de faire présentateur télé, moi. Et vous n'avez pas un truc à vendre? Ah, parce que là, je suis chaud, là. Hein. Donc, donc voilà. Donc vous retrouvez tout cela sur notre chaîne que vous suivez de manière avide tous les jours. Et je vous en remercie. Donc Eric, merci beaucoup à nouveau. Tu seras en contact avec Jérôme pour la suite. Et je ferai la com. Et puis, bah écoute, je te souhaite une très très bonne journée. Ok, bah vous Et aussi, bonne journée, bon appétit et tout et tout. ça marche. Et puis à très bientôt, visiblement, puisque tu viens le 15 décembre. Voilà, Ça marche. j'espère. Bon, ben, eh ben, Allez, écoute, on se verra peut-être. Bonne journée. allez, à bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.